La première chose que ça m'inspire, Guy, c'est que je suis très heureux de débuter cette année 2023, que je vous souhaite la plus belle et la plus stimulante possible en votre compagnie. Une compagnie dont j'ai déjà souvent pu apprécier l'accueil, puisque ça fait plus d'une dizaine d'années que j'assiste ou participe à vos opérations. Et parmi les événements que je retiens, il y a la remise du prix Jean Perrin pour la popularisation de la science. Alors ce préambule ne vise pas que, en tout cas, vous passez de la pommade, même si cette pommade serait bien méritée à l'occasion de votre 150e anniversaire, mais à signaler qu'à lui seul déjà, ce prix, qui existe depuis 50 ans, si je ne me trompe pas, et la personnalité à laquelle il fait référence, viennent éclairer le propos. Jean Perrin, qui a adhéré très tôt à la SFP et qui l'a présidé à une période charnière de l'histoire de la recherche dans notre pays, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, est aussi, comme vous le savez, le père fondateur du CNRS, ou co-fondateur, parce qu'il ne faut jamais oublier à côté de lui le rôle déterminant de ce grand ministre de l'Éducation nationale qu'a été Jean Zay. Et donc Jean Perrin est l'un des nombreux traits d'union qui relient le CNRS à la SFP. Alors ces traits d'union, ils continuent d'être très nombreux, en termes de projets, en termes d'événements, en termes de publications, avec ce symbole très fort qu'a été il y a 10 ans quand même le rapprochement des deux revues Images de la physique du CNRS, puis Reflet de la physique de la SFP, pour n'en former qu'une, dont je pense que on sera tous unanimes à saluer les qualités. Encore un petit peu de pommade au passage, mais ces traits d'union sont surtout nombreux et puissants au niveau des personnalités, c'est-à-dire ces femmes et ces hommes qui, comme Perrin, les ont dessinés, les ont nourris au fil des décennies. Alors vous allez me dire que c'est parfaitement normal, parce que après tout, la recherche, à côté des organismes qu'elle mobilise, des dispositifs institutionnels souvent complexes qui la soutiennent. Bon, s'ils étaient parfois un peu moins complexes, on s'en porterait peut-être sans doute tous mieux, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Des instruments qu'elle requiert, cette recherche donc reste et doit rester avant tout une merveilleuse aventure humaine. Et c'est dans cette optique qu'il faut appréhender l'intitulé la SFP au miroir du CNRS et vice-versa. Dans ce jeu de miroir, ce sont avant tout des personnalités, des visages qui se reflètent. Alors, visages d'aujourd'hui, mais en bon historien, je ne les évoquerai pas, sauf à dire qu'à chaque fois que je me retrouve parmi vous, j'ai toujours le sentiment d'être encore au CNRS. Un CNRS en mieux, parce qu'il reste que les physiciens. Et puis, non, faudra pas le répéter, Et puis, visages d'hier, pour lesquels je vous propose de revenir ensemble sur une poignée d'exemples, sans prétendre, bien sûr, à l'exhaustivité, mais en posant des jalons qui témoignent des liens entre la SFP et ce merveilleux établissement que l'univers entier nous envie. Je parle évidemment toujours du CNRS là. Donc premier de ces jalons, premier de ces visages, plaçons-les en janvier 1873 avec la naissance de la SFP. Alors vous allez me dire ça n'a aucun sens, puisqu'à ce moment-là, le CNRS, dont nous avons célébré les 80 ans en 2019, ouais, c'est ça, n'était même pas encore une lueur dans l'œil de Jean Perrin, qui avait 2 ans et demi en 1873. Il n'empêche qu'à l'époque commencent à se poser les bases d'une réflexion, de débats, de réformes qui vont former le terreau de la genèse et de la création du CNRS. La SFP voit en effet le jour dans un contexte particulier, c'est une mobilisation inédite de la communauté scientifique en faveur d'une meilleure organisation de la recherche dans notre pays. Cette mobilisation, elle découle de la défaite terrible que notre pays vient de subir face à la Prusse, ça a déjà été évoqué en 1870, et elle est animée par un constat: les causes de ce désastre n'auraient pas été à chercher du côté des champs de bataille, mais avant tout dans les laboratoires. À l'inverse de l'Allemagne, qui les avait multipliés, équipés, financés depuis de très nombreuses décennies, la France les aurait eu alors à ce point négligés, qu'elle s'était fait terrasser par un ennemi qui la dominait scientifiquement. Ce constat, il peut être évidemment discuté a posteriori, mais vrai ou faux, il se répand très largement au sein de la communauté scientifique et assez rapidement très au-delà. Pasteur écrit en 1871, « Les malheurs de la patrie sont liés d'une manière douloureuse à la faiblesse de notre organisation scientifique. » Et quelques années plus tard, au-delà de la communauté, quand Émile Zola écrira La débâcle, ce beau roman dédié à la guerre de 1870, il notera: « Malheur à qui s'arrête dans l'effort continu des nations, la victoire est à ceux qui marchent à l'avant-garde, la victoire est aux plus savants. » La création de la SFP s'inscrit donc dans ce contexte qui voit naître d'autres organisations comme l'Association française pour l'avancement des sciences ou la Société mathématique de France, ainsi qu'une foule de publications à l'image du bulletin
de la SFP, et qui visent toutes à apporter finalement leur pierre à la renaissance scientifique de notre pays. Certaines se cantonnent au développement et à la promotion de la science au sens le plus strict. C'est le cas de la SFP, au cours de ses séances et dans son bulletin, on n'y parle que de physique, et c'est normal, et puis comme l'a montré Olivier à l'instant, physique expérimentale au début, et puis quand même peu à peu de théorie. La théorie finira par trouver sa place. D'autres se positionnent en revanche sur le champ plus politique. C'est le cas de la FAS, c'est le cas aussi de la Société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur, à l'époque, qui vise à peser sur l'organisation de la recherche et sur les réformes que la toute jeune Troisième République entend impulser dans ce domaine. Sauf que les deux sphères, en fait, ne sont pas hermétiques. Les pères fondateurs que vous révérez à la SFP, je parle sciemment donc de père fondateur, il n'y a pas eu de mère fondatrice à la SFP à l'époque, vous n'avez pas à en rougir finalement, ou alors tout le monde devrait, on va dire, en rougir en même temps, puisque aucune des associations que je viens de citer n'était ouverte aux femmes dans leur début. Donc Joseph Charles d'Almeida, Alfred Cornu, Eleuthère Mascard et les autres ont aussi pris la parole et la plume ailleurs qu'au sein de la SFP, pour participer à ces débats. Alors, est-ce qu'ils y ont pesé à titre individuel ou au nom de la société qu'ils représentaient? C'est toujours extrêmement difficile de faire la distinction, mais ils revendiquent en tout cas leur appartenance ou leur fonction à la SFP, qui apparaît donc bel et bien comme une partie prenante des réformes réussies ou avortées parfois qui sont réalisées dans les dernières décennies du XIXe siècle et qui vont faire le lit de ce que deviendra le CNRS par la suite. Alors, pour ne retenir qu'un visage qui vous a déjà été dévoilé, c'est celui d'Almeida, surtout d'ailleurs proche des Républicains, ami de Jules Ferry, secrétaire général de la SFP. Il apportera son soutien au premier projet de la République pour organiser la recherche dans notre pays, un projet qui n'est pas défendu en pointe par un physicien, mais par un physiologiste, le député et futur ministre Paul Bert, qui dépose ce projet le 2 décembre 1873 à l'Assemblée nationale. Pour l'anecdote, quand même, dire rapidement ce qu'il y avait dans ce projet, il a été débattu quand même tout au long des années 1870 et 1880, et il consistait à réunir tout ce que notre pays comptait à l'époque de facultés, d'établissements scientifiques, d'écoles et de grandes écoles dans quelques grands ensembles territoriaux dédiés à la recherche et à l'enseignement supérieur, garantissant une meilleure coordination des moyens et des acteurs, une meilleure attractivité, une meilleure visibilité dans l'espace national et à l'étranger. Il n'aboutira pas, ce projet, mais je vous en recommande quand même la lecture. Vous découvrirez que ce que Paul Bert défendait à l'époque, avec le soutien de d'Almeida et de beaucoup d'autres, c'était grosso modo ce que nous appelons, et même plus que grosso modo, quasiment au mot près, ce que nous appelons depuis 2013 des communs. Voilà. 140 ans plus tard. Alors je vous propose de faire un bond en avant dans l'histoire, de quitter la question épineuse, impérissable et on va dire cyclique des institutions pour aller vers celle des instruments, en compagnie d'un autre physicien qui a aussi compté dans le parcours de la SFP et à qui vous avez aussi, peu après son décès d'ailleurs, dédié un prix en 1953. Il y a donc 70 ans, décidément vos 150 ans sont un peu comme l'arbre qui cache une forêt d'anniversaire. Cette personnalité, c'est Aimé Cotton, que vous avez là tout à droite sur la photo, directeur du laboratoire du grand électroaimant de Meudon. Sauf qu'à l'époque vers laquelle nous allons nous diriger, celle qu'on désigne comme la belle époque, bon, elle n'a pas été belle pour tout le monde, mais on l'appelle la belle époque, il n'y a pas encore de grand électroaimant, et donc, a fortiori, il n'y a pas encore de laboratoire du grand électroaimant, de laboratoire éponyme. Alors, pour retracer rapidement le parcours d'Aimé Cotton, il a été reçu en 1889 à l'ENS, où il a passé avec succès l'agrégation de physique, puis entrepris une thèse. Il s'illustre alors avec plusieurs découvertes sur le dichroïsme circulaire des corps optiquement actifs, qui le conduisent à s'intéresser à la propagation de la lumière dans des corps inactifs, soumis à un champ magnétique, au moment précisément où Peter Zeeman révèle que ce champ modifie le processus d'émission de la lumière. Les travaux que mène Cotton font vite de lui un spécialiste reconnu de magnéto-optique. Comme on disait, il s'engage alors avec son ami Henri Mouton dans une étude des colloïdes dont il démontre la biréfringence magnétique, puis en 1907 celle des liquides purs. Et l'électroaimant, c'est bien sûr
l'outil indispensable à chacun de ces travaux. Et au cours de cette même année 1907, Cotton lance une campagne pour la construction d'un grand électroaimant dans notre pays, car pour mener à bien ces expériences, il n'y a pas seulement besoin d'atteindre de grandes intensités, il doit aussi disposer d'un entrefer suffisamment vaste pour y faire ses manips, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle, quelques années plus tard, d'ailleurs en avril 1914, il le dira avec un certain humour devant l'Académie des sciences, en avril 14, je le cite, à la question pourquoi faut-il un grand électroaimant, il répondra parce qu'un grand électroaimant est toujours beaucoup plus utile qu'un petit. Bon. Mais en attendant, en 1907, c'est en s'appuyant sur la SFP qu'il initie cette campagne avec le soutien de Jean Perrin, qui ne ménage pas ses effets lui non plus. Je vous recommande la lecture de votre bulletin. D'ailleurs, pourquoi le faire, puisque vous devez le connaître par cœur de toute manière, mais en date du 19 avril 1907, vous y découvrirez avec quel enthousiasme Jean Perrin appuie ce projet de grand électroaimant. Je cite un passage de votre bulletin juste pour le plaisir, donc 19 avril 1907. Il faudrait réaliser 100 000 gosses dans un volume notable en attendant qu'on puisse plus tard en avoir 1 million, dût-on pour cela dépenser le prix d'un cuirassé. Bon, c'est un petit peu enthousiaste, c'était Perrin, ça aussi c'était Perrin, sauf que ce cuirassé, évidemment, va vite sombrer dans l'océan des réalités budgétaires de la France à l'époque, il y restera longtemps, il ne sera renfloué qu'au milieu des années 20, c'est une longue histoire, je n'ai pas le temps de vous raconter ici, vous pourrez la découvrir dans la revue Histoire de la recherche contemporaine, qui édite le Comité pour l'histoire du CNRS, je passe un petit peu de pommade, mais je fais un petit peu de pub aussi au passage, il n'y a pas de raison. Mais disons pour résumer que ce grand électroaimant qui a fait ses premiers pas à la SFP en 1907 ne sera inauguré qu'en 1928 à Meudon, grâce à la ténacité d'Aimé Cotton, et il deviendra une décennie plus tard le premier des grands instruments de recherche gérés, pilotés par le CNRS, finalement l'ancêtre de tous nos TGE actuels. Alors, sous la pression de l'horloge, je vais maintenant commettre un sacrilège en ne faisant qu'effleurer un autre visage qui se reflète dans le miroir de la SFP et du CNRS, un visage qui est déjà apparu à plusieurs reprises, c'est celui de Jean Perrin. Jean Perrin, je ne fais que l'effleurer, non pas parce que ses réalisations sont minces, elles sont évidemment immenses, au contraire, avec la création du CNRS, du Palais de la Découverte, sans même parler de tous les autres projets, et ni même évidemment de son œuvre scientifique, mais je ne fais qu'évoquer parce que j'ai déjà eu l'occasion de les évoquer parmi vous, et bien ailleurs, d'ailleurs, au moment des 80 ans du CNRS. Mais quand même, en 1929, lorsqu'il arrive à la présidence de la SFP, Jean Perrin vient de créer les structures, laboratoire de chimie physique et institut de biologie physico-chimique à Paris, qui vont lui servir de base de lancement du dispositif national qu'il impulsera ensuite et qui renferme déjà entre leurs murs la formule qui fera le succès du CNRS ensuite à l'échelle nationale. Ce sont des structures qui rassemblent des physiciens et des chimistes d'un côté, des physiciens, des chimistes et des biologistes de l'autre. Il s'agissait, en somme, d'encourager l'interdisciplinarité avant même que le mot n'entre dans l'usage courant. Ce sont des lieux dans lesquels on vont travailler des femmes et des hommes, surtout des hommes à l'époque. Il y avait quand même un certain nombre de femmes dont l'unique mission consistera, selon une très belle formule de Perrin, à percer les secrets les plus dissimulés de la nature dans la plus grande liberté. Et pour qualifier ces travailleurs scientifiques d'un genre nouveau, on va peu à peu parler de chercheuses et de chercheurs. C'est à ce moment-là, dans ces institutions-là, que le terme va être forgé et puis va s'étendre au reste de la France avec le CNRS. Et que dit encore Perrin sur ces labos à l'époque, ces laboratoires à l'époque? Je le cite, en mettant leur personnel à l'abri des besoins matériels. Ça c'est toujours important, de nous mettre à l'abri des besoins matériels, leurs découvertes peuvent apporter une contribution puissante au progrès économique du pays. On disait pas encore valorisation à l'époque, on disait pas encore innovation, mais là encore, l'ambition était encore très présente. Alors pour porter ces principes et ces idéaux à l'échelle nationale, au moment où le Front populaire en fournira l'occasion, Perrin suggère à Léon Blum et à Jean Zay de mettre en avant un autre visage, qu'à nouveau le CNRS et la SFP peuvent s'enorgueillir de partager, c'est celui d'Irène Curie, ou pour reprendre un nom qui a été popularisé par les journaux de l'époque, après son prix Nobel en 1935, Irène Joliot-Curie. Là aussi, il y aurait un milliard de choses à dire sur son implication
dans la SFP, où on la voit apparaître en compagnie de sa mère jusqu'en 1932. Hein, ça y est, les portes en effet de la SFP sont enfin ouvertes aux femmes, mais comment aurait-elle pu rester fermée devant Marie et Irène Curie, avec son mari aussi par la suite, Frédéric Joliot, dont je reparlerai dans un instant, mais aussi bien des choses à dire d'ailleurs sur le rôle d'Irène Curie dans la genèse et la création du CNRS dans ces années-là. Permettez-moi de n'évoquer qu'un seul moment d'apparition de ce visage exceptionnel que nous partageons, CNRS et SFP. En juin 1936, Irène Curie est devenue la première ministre de la recherche de notre histoire nationale. Bon, elle avait en rang en fait de secrétaire d'État. Vous la voyez là avec son ministre de tutelle Jean Zay. Vous ne la verrez pas beaucoup d'ailleurs dans cette fonction, hein, dans cette responsabilité, car Irène Curie ne l'a acceptée qu'à la condition expresse de pouvoir retourner au plus vite ensuite dans son laboratoire. Hein. La politique ne la fascinait pas, ne la passionnait pas. Elle y retournera effectivement dès septembre 36. Et pour faire avancer deux causes à ses yeux, celle de la recherche, qui entre donc pour la première fois sous le Front populaire au gouvernement de la France, et celle des femmes dans la recherche, qui entrent elles aussi, ces femmes, pour la première fois sous le Front populaire au gouvernement de la France. Hein. Mais le combat continue, parce que simplement, puisqu'on est devant cette photo, je rappellerai juste que vous apercevez donc ici une femme qui vient de recevoir le prix Nobel, qui vient de faire son entrée au gouvernement et qui, malgré tout, à l'époque, et pour 8 ans encore, parce que femme ne pouvait pas voter. Bon, autant le prix Nobel et le ministère, c'est secondaire, mais le droit de vote, c'est très important. On va pas le donner aux femmes encore en attendant. Comme vous le savez, bon, le CNRS a vu le jour dans la foulée, 1939, et après avoir consacré ces quelques minutes préliminaires au lien qu'il a entretenu dès sa longue genèse avec la SFP, je vais maintenant continuer à dérouler cette histoire au fil des 3 heures qui viennent. Vous avez eu peur, hein. Vous avez eu peur, je plaisante. En réalité, 3 heures ne seraient pas de trop pour passer en revue tous ces liens, car des centaines de visages se croisent et s'intriquent, finalement, dans ce miroir croisé CNRS-SFP. Continuons plus raisonnablement sur la même lancée en ne citant que quelques exemples seulement. Alors, il m'est souvent arrivé de dire, au désespoir des collègues des autres disciplines, que la physique était la reine du CNRS à partir de la Libération et pour plusieurs décennies. Une affirmation que je maintiens tant pour les recherches accomplies sur le terrain que pour les grandes orientations de l'établissement. Hein, je la maintiens au regard de l'action déterminante tout d'abord de Frédéric Joliot, vous avez là avec Irène Curie, qui prend la direction du CNRS en septembre 1944, après avoir participé au combat pour la libération de Paris, et qui lui donne une vigoureuse impulsion scientifique et stratégique, hein, en créant, entre autres, le Comité national de la recherche scientifique, hein, une assemblée, on va dire, démocratique, conçu comme démocratique, dont le premier objectif à l'époque était de rompre avec l'autoritarisme que Vichy avait mis jusque dans le fonctionnement de la recherche. Et Frédéric Joliot arrive dans la foulée à la présidence de la SFP, où il aura des positions très fortes pour la prise en compte de la recherche dans la reconstruction de la France à ce moment-là, hein, au lendemain de la guerre. Hein. C'est à cette tribune de la SFP qu'il interpellera notamment le commissaire au plan Jean Monnet, hein, qui avait dans un premier temps oublié dans son fameux plan Monnet, le plan de modernisation et d'équipement de la France, et bien tout simplement la recherche scientifique. Et grâce à cette interpellation, elle y sera réintroduite. Alors j'aurais évidemment pu citer d'autres visages pendant cette période, croisés, CNRS, SFP, celui de Louis Néel, par exemple, hein. Je le mentionne quand même, car à chaque fois que je le fais, Alain Schul, que j'ai vu tout à l'heure dans la salle, me glisse toujours un petit billet à l'issue de l'intervention, donc je suis assez content. Ou encore celui de Gaston Dupouille. Gaston Dupouille, membre de la SFP, Grand Prix Félix Robin en 1948, directeur général du CNRS quasiment tout au long des années 50. Hein. Vous avez là la photo de sa célèbre boule de son laboratoire d'optique électronique à Toulouse. Et du coup, les collègues toulousains, s'il y en a dans la salle, peuvent aussi donner un petit billet s'ils le souhaitent. Hein. Ne serait-ce qu'en rétribution des efforts que je fais depuis mes multiples missions au CMS de Toulouse, pour ne plus dire Gaston Dupuis, mais Gaston Dupouille, comme on dit visiblement, dans ces contrées lointaines et étranges. Alors la prononciation est plus évidente avec le visage suivant, dont le rôle a été tout aussi capital. C'est celui du président de la SFP, puis directeur général du CNRS, Pierre Jacquinot.
Pierre Jacquinot, que vous voyez ici lors d'une visite en 1965. C'est pas le grand au milieu, hein, c'est celui qui se trouve sur la droite, que vous voyez en 1965 sur le site de Meudon, où se trouve entre autres son laboratoire Aimé Cotton. Ah oui, déjà la photo précédente vous montrait justement la boule avec une visite. Vous allez me dire, je vous montre 2 fois De Gaulle, c'est de la propagande, mais c'est pas ça, rassurez-vous. Enfin, pas tout à fait. Pierre Jacquinot, donc, qui l'année suivante, en 1966, va être à l'origine d'une réforme capitale pour le CNRS et pour tout le paysage de la recherche dans notre pays. C'est la création des laboratoires associés, les ancêtres de nos UMR. Hein. Là aussi, je pourrais en parler des heures. Compte tenu de l'impact capital de cette réforme sur le paysage scientifique français, je me contenterai juste d'évoquer le rôle important dans sa mise en place de 3 autres personnalités, les visages de proue du laboratoire de physique des solides d'Orsay à l'époque, et visage de proue de la SFP également, car ils ont aussi assumé chacun la présidence de votre société. C'est évidemment Jacques Friedel, Raymond Castin et André Guigné. Et s'il fallait évoquer toutes celles et ceux qui ont fait leurs armes sous ce trio du LPS, futur LA2, laboratoire associé numéro 2 du CNRS, on y passerait le reste de la journée. Alors, comme il va falloir peut-être quasiment conclure, j'imagine, on va le faire en beauté. On va le faire en beauté avec une dernière personnalité qui, sauf erreur de ma part, n'a jamais été président de la SFP, mais on a été un membre actif et puis un soutien actif aussi de l'ensemble de ses activités. En revanche, exercé la présidence, je crois, chez nos amis de l'Association française de cristallographie, et puis a dirigé le CNRS, et puis a présidé le CNES, et a été l'un de nos grands ministres de la recherche de l'époque contemporaine. Vous voyez sans doute à qui je fais référence. Il s'agit d'Hubert Curien, autre physicien. Alors pour faire apparaître son visage aujourd'hui, je n'avais que l'embarras du choix, parce qu'il y a de nombreuses photos d'Hubert Curien. J'ai laissé tomber l'embarras, j'ai fait le choix de cette photo peu connue d'un ministre de la Recherche en pleine bataille de boules de neige. C'est rare de voir un ministre lancer des boules de neige, même à la tête de ses opposants. C'est encore plus rare à Kourou, parce que c'est là qu'a été prise cette photo. Comme vous le savez, Hubert Curien avait la tête dans les cristaux, mais aussi beaucoup dans les étoiles, on va dire. Il n'y a jamais de neige à Kourou. Ce que vous voyez là, ce sont les ergols cryotechniques d'Ariane qui ont condensé et gelé à l'atmosphère humide qui règne sur la base de lancement. Alors, j'aurais pu parler pendant 3 heures du rôle d'Hubert Curien également auprès de la SFP, il faut au CNRS auprès de la SFP, notamment pour la diffusion de la culture scientifique, les Olympiades de physique et autres. Je n'ai pas le temps de le faire, je vais simplement utiliser cette boule de neige qu'il s'apprête à nous lancer à la figure comme une allégorie. C'est celle justement d'un effet boule de neige vertueux qui a toujours marqué les parcours croisés du CNRS et de la SFP dans le domaine de la recherche, comme dans ceux finalement de son organisation et puis de sa diffusion dans la société. Comme nous venons de le voir, hélas, ça marche très forcé, effet boule de neige qui va et doit continuer à marquer pour les 150 prochaines années les relations entre le CNRS et la SFP. Donc là, je vous donne rendez-vous en 2173 pour en reparler ensemble. Merci beaucoup et bon anniversaire.